En octobre 2008, plus de 2 siècles après l'expédition de James Cook, une équipe de scientifiques longe une côte sauvage en quête d'un estuaire. Ils recherchent une rivière perdue au fond d'une vallée. Cette aventure commence dans les sous-sols du Muséum national d'histoire naturelle à Paris. C'est ici que l'on conserve un trésor bien gardé, une collection insolite à la valeur inestimable. Donc c'est ici que sont stockés les poissons qui sont collectés lors des différentes expéditions que le muséum mène. Donc tout ça sont des spécimens collectés durant les 2 derniers siècles par l'ensemble des voyageurs naturalistes et des expéditions scientifiques du muséum. Là il y a marqué 1890, donc ça a été emballé en 1890, ça n'a pas été ouvert depuis. On avait au cours des grandes expéditions qui visaient à recueillir des épices ou de nouvelles plantes, un médecin à bord qui était en général naturaliste et qui collectait en même temps que la mission d'origine du bateau, qui collectait des spécimens de poissons, des spécimens de plantes, des spécimens de mammifères et oiseaux. Et on a donc ici, sur ces spécimens secs, l'essentiel de ce qui a été collecté, notamment durant la campagne, les premières campagnes sur la route des Indes, et qui nous donne une collection absolument extraordinaire en matière de poissons empaillés, probablement une des plus belles du monde, puisque je crois que maintenant il y a très peu de musées qui sont encore capables d'en faire. Philippe Kiss s'inscrit dans la lignée de ces voyageurs naturalistes, car il récolte lui aussi des spécimens dans le monde entier lors de ses expéditions scientifiques. Donc l'équipe que je dirige ici au Muséum d'histoire naturelle, elle travaille sur les petits poissons des rivières tropicales et en particulier des systèmes insulaires, donc des îles qui sont en général plutôt des îles volcaniques sur lesquelles on travaille. Alors l'intérêt de travailler sur ces espèces, il est double. D'abord, en général, ce sont des espèces qui sont rares, des espèces qu'on qualifie d'endémiques, donc qui n'existent qu'à cet endroit-là sur la planète entière. Et ce sont aussi des espèces qui sont en général pêchées à l'état larvaire. Donc, comme il y a des pêcheries, il y a un certain nombre d'activités humaines qui se développent sur ces espèces, et donc il y a forcément un conflit entre les activités de pêche et les activités de conservation de la nature. Donc, notre objectif à nous, c'est d'essayer de donner des éléments de gestion aux gestionnaires, aux pêcheurs, pour pouvoir arriver à utiliser les stocks à des fins de pêche de façon durable, et également donner des outils aux gestionnaires de l'environnement pour qu'ils puissent conserver cette espèce de façon pérenne sur l'île sur laquelle on va travailler. Cette île se trouve à l'autre bout de la Terre, dans le Pacifique Sud. L'équipage embarque au sud-est de la Nouvelle-Calédonie et met le cap sur la côte oubliée. Donc en 2000, on avait commandé au muséum un ouvrage qui s'appelle l'Atlas des poissons et crustacés d'eau douce.
Donc ils avaient échantillonné toutes les rivières de Calédonie. Et je les avais accompagnés sur la côte oubliée. Et à la suite de cette mission, il en est ressorti que la Ny et la Pourina ont été identifiées comme les 2 rivières les plus riches, d'un point de vue piscicole principalement. Et donc ils souhaitaient refaire une mission sur ces 2 rivières. Et donc on a souhaité, comme on a très peu de données sur ces rivières puisqu'elles sont très peu accessibles, profiter de l'organisation de cette mission pour greffer d'autres scientifiques dans différents domaines, de manière à avoir une vision un peu plus générale sur la qualité de ces bassins versants, avoir plus de données scientifiques, parce que pour l'instant on n'avait quasiment rien. L'intérêt d'aller sur la côte oubliée en Nouvelle-Calédonie, c'est que c'est un secteur qui pour nous est, dans toute la Nouvelle-Calédonie, un secteur qui est relativement assez préservé, en tout cas pour la partie sud de ce territoire, sur lequel on espère trouver de nombreuses populations en bonne santé, des espèces qui sont endémiques et qui sont souvent assez rares sur les autres secteurs de l'île. Les scientifiques laissent le bateau au mouillage et remontent la rivière Ny le plus haut possible pour établir leur camp de base. Chacun installe son bivouac à la hâte pour se rendre au plus vite sur le terrain. Lors de ces expéditions, le temps est compté et face à l'ampleur de la tâche, il n'y a pas une minute à perdre. C'est parti. C'est bon. Alors ça c'est un poisson très très rare, il existe dans le monde que en Nouvelle-Calédonie. Ça c'est une femelle, c'est le Protogobus, on pense que c'est l'ancêtre de tous les gobies. Et c'est un poisson qui existe que sur les rivières à nickel. Donc c'est un système de pêche électrique. Donc là on a une anode avec une tête. Ici on a la cathode qui traîne tout le temps dans l'eau. Lorsque j'appuie sur l'interrupteur, il y a un champ électrique qui se crée entre les 2 électrodes et ça empêche le poisson de nager. Du coup le courant l'entraîne vers les épuisettes. Il y en a encore ? Yes. 19,93. Ça y est, on les a. On est sauvés. Ils sont beaux, hein ? Oui. Ils sont très très beaux. Gros bloc, 30. C'est l'espèce endémique de Nouvelle-Calédonie, de goby grimpeur, Sisiopterus sarrazini. Et Clara fait sa thèse sur cette espèce-là. Gros bloc, 20. Gros galet, 60. 20 de petits galets et 10 de gravier. Donc en fait on mesure des paramètres physiques. Là on va mesurer la profondeur et les vitesses du courant à différentes hauteurs de la lame d'eau pour estimer l'habitat des poissons, donc des sarrazini sur lesquels travaille Clara. 17. Un tout bébé sarrazini. Un tout bébé sarrazini. Ça c'est génial. Extraordinaire. Ça, c'est génial. Oh là là. On n'en a jamais vu.
Là, tu as une femelle gravide et là, tu as le jeune. 50 petits galets. Et celui-là est très trapu et je pense que c'est un lagocéphalus. Ouais. Celui-là, je pense que c'est un lago. Et sur la première journée, on a été surpris de voir que effectivement la situation sur ce bassin-là est bien meilleure que sur les autres du sud qu'on connaissait actuellement, puisqu'on a non seulement des adultes, mais aussi tous les âges à peu près de chaque espèce, y compris les post-larves. Donc c'est plutôt encourageant pour les espèces. Donc celui que tu vois là avec la première nageoire dorsale bien effilée, c'est un gobie grimpeur, donc il a une ventouse qui lui permet d'escalader les cascades, de monter au-dessus des cascades pour pouvoir notamment se reproduire. Et c'est une espèce qui est assez rare en Nouvelle-Calédonie puisqu'il n'existe que sur une vingtaine à peu près de rivières. Et ici, là, la population elle a l'air assez florissante, ce qui est plutôt rassurant pour la survie de l'espèce. Celui qui a la grosse tête, qui est un lochon, qui lui a une ventouse qui est moins développée que le premier. Il ne peut pas escalader les cascades, mais il peut quand même aller assez loin dans les rivières. Et cette espèce-là, par contre, elle est assez répandue dans le Pacifique. Et alors la troisième espèce que tu vois là, avec la première nageoire dorsale rouge, là, c'est une femelle d'un genre endémique de Nouvelle-Calédonie, le Protogobius. Et c'est une espèce qui est en voie de disparition, hein, puisqu'il y avait à peu près une dizaine de rivières sur lesquelles on le connaissait il y a une dizaine d'années. Et les populations sont florissantes a priori seulement sur la côte oubliée pour l'instant. Donc notre expédition là est importante pour pouvoir voir un petit peu quels sont l'état des populations ici et voir si la reproduction se fait à peu près normalement. C'est déjà flou. Attends, c'est que le premier jour. Ne dis pas ça tout de suite. Les petites chez toi, je crois. Ah, tu crois, on les laisse? On met juste les gros. C'est une journée pleine de promesses qui commence sur la rivière Ny. Les découvertes de la veille ont de quoi motiver les équipes qui partent par petits groupes à la recherche d'espèces rares. Chacun, dans sa spécialité, doit démontrer l'intérêt écologique de cette vallée. Alors il y a très peu de gens qui sont venus à la Ny, donc c'est toujours intéressant de savoir ce qu'il y a ici. Donc on peut par exemple trouver des espèces rares ici, donc notamment de l'autre côté des montagnes, sur l'autre côté des monts Humboldt et Mont Quaqua, on a la vallée de la Tontouta, qui est une vallée qui est connue pour son taux de micro-endémisme. Donc comme on est au même niveau mais de l'autre côté des montagnes, on peut s'attendre soit à trouver ces mêmes espèces, ou peut-être également des espèces nouvelles qui ne sont connues que de cette vallée. Eh ben, c'est un bel échantillon. Donc le bois est bien noir. Donc a priori je pense que c'est une ébénacée, donc la famille de l'ébène. Je sais qu'il y a une espèce très rare sur la côte est qui est connue que de quelques forêts. Donc peut-être que c'est celui-là avec un peu de chance. Voilà, donc ça il faudra voir après à l'herbier de Nouméa. Et en comparant, on pourra voir si ce sont des espèces qui sont déjà connues d'ailleurs ou non. Donc là par exemple j'ai ramassé le Geissois magnifica. C'est une plante qui est connue pour accumuler le nickel dans ses tissus. Donc le nickel normalement est toxique pour les plantes, mais en Calédonie on a un certain nombre de plantes qui arrivent à survivre malgré ce taux de nickel dans leurs tissus.
C'est pour ça qu'il y a beaucoup de plantes qu'on ne trouve qu'ici et nulle part ailleurs dans le monde. C'est un taux d'endémisme qui est de 75% à peu près pour tout ce qui est plantes vasculaires, donc c'est-à-dire fougères, gymnospermes et plantes à fleurs. Donc c'est un des plus hauts taux d'endémisme connus au monde. Il y a seulement des Hawaï ou la Nouvelle-Zélande qui ont un taux d'endémisme qui est plus important. Ça c'est la famille des lauracées, c'est la famille de l'avocat. Donc ce sont des plantes qui sont souvent assez odorantes voilà, et qui nous posent souvent des problèmes à l'identification. Donc ça c'est intéressant, c'est des plantes qu'on ne trouve pas souvent en fleurs, et qui sont souvent des grands arbres, qui sont assez dominants dans les forêts, donc qui sont vraiment très importants d'un point de vue écologique. Donc c'est bien d'avoir du bon matériel en fleurs comme ça, pour pouvoir les identifier. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il y a encore des nouvelles espèces à découvrir, il y en a surtout beaucoup à décrire, donc la flore est loin d'être suffisamment connue pour pouvoir la préserver comme il le faudrait. Should be 6, 7. So it's Mormorisfax tricolor. It's a skink that is common to the forest here. Okay, and the name means marble throat. So we take him off the trap, and then you'll be able to look underneath and see the pattern on the throat. Okay. You just need to take the trap out. This is very kinky. You just you have to massage the lizard with oil. Yeah. Extra virgin. The best. Okay. Try and do the tail first, so it does not break the tail. Because the tail is important for morphology. Some species have more vertebrae in the tail, so you can actually, if you have a specimen with a full tail, with a complete tail, you can actually do an X-ray and count the number of bones in the tail. And sometimes this is diagnostic for species. So this is it has a reproduced tail, that one. You can sort of see the new tail starts there. No colour, all the spots stop. So. But we're trying to use this species for a project to indicate what fragments of forest are historical and what are anthropogenic, human, because this species should show, if you do population genetics, it should show connectivity of the forest. Even though the forest is fragmented, you can maybe determine which fragments are actually made by humans. Oh, yeah. Yeah. Oh. We can now we'll put him in a bag and we can put the trap back just in there, and we'll use that again this afternoon. You still get some captures. Yeah. Okay. For inventory, we just put the traps in, and we sort of run a line. Each trap is about 6 to 10 meters apart. So we get a transect of the forest. Oh, 2 lizards on the trap. 2 Mormorisfax. Then we check it in the morning and the afternoon. We check it in the morning for species that are probably mostly nocturnal. They come out at night, like the gecko and the Mormorisfax. And in the daytime, we leave them, and hopefully we trap some of the day active species, the species that are active on the forest, top of the forest floor during the day. So there's about 4 or 5 species that you can see in the sunlight during the day. And hopefully we'll catch some of those later today. Okay, guess what we have? Oh. Another Nactus. Nactus magicus. Oh, bordel, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors ça c'est une plante qui appartient à une famille sur laquelle je travaille, c'est la famille des Quinoniacées. Donc ça c'est un Codia, c'est un genre endémique. Et il me rappelle un peu une plante qui a été décrite par Schlechter
qui est un botaniste allemand qui est venu en Calédonie dans les années 1900. Donc ça vaudra le coup de vérifier si ça correspond à cette espèce qui n'aurait pas été revue depuis un siècle en fait. Le problème c'est que le seul herbier de cette plante qui est connu se trouve à Berlin. Donc j'essaye de trouver des fleurs et des fruits pour avoir un peu plus d'informations, pour pouvoir mieux comparer la plante avec ce spécimen type, voilà, pour s'assurer que ce soit bien la même chose. Parce que là c'est vrai que ça me laisse perplexe. Johan rentre au camp avec une moisson de plantes rares et des interrogations plein la tête. Sur le terrain, il ne peut faire que des estimations et doit attendre son retour au laboratoire pour trouver des réponses à ses questions. Non, c'est pas celui-là, mais voilà. C'est une légumineuse. Ouais, c'est une mimosacée, une mimosoïde. Oui, c'est ça, sauf que la fleur elle est pas en boule, quoi, mais c'est vrai que c'est ça. Explorant les moindres recoins de la rivière Ny, nous poursuivons l'investigation de cette enclave préservée, à la recherche d'un autre maillon de la chaîne écologique. Après, il y a pas mal d'espèces rares de fourmis qui traînent dans les gros bois morts comme ça en l'air là. On a plus de 200 espèces locales de fourmis ici. Les fourmis en milieu tropical, c'est presque la moitié de la biomasse animale dans les forêts. On va les attirer avec une petite mixture faite maison. C'est un mélange avec des gâteaux, du miel et du thon à l'huile. Comme ça attire le plus d'espèces possible. Alors avec cette technique des appâts, on n'a pas toutes les fourmis, parce que c'est quand même pas toutes les fourmis qui sont attirées. Mais ça permet de rapidement avoir un aperçu de la faune qui est présente. Les fourmis, on les appelle souvent des espèces clés de voûte dans les milieux tropicaux, parce que c'est elles qui vont réguler la plupart des populations d'insectes. Elles agissent aussi sur la pollinisation, la dispersion des graines. Et elles sont présentes partout du sol jusqu'à la canopée, tout en haut là. Il va y avoir des nids, des fourmis qui se baladent partout. Et quand il y a des espèces introduites comme la fourmi électrique qui arrivent, tout le système est déstructuré parce que certaines espèces de fourmis ont des relations vraiment liées, très étroites avec des plantes ou avec d'autres animaux, et ce qui fait que leur disparition va entraîner des chamboulements entiers dont on se rend compte seulement après 10-20 ans. On va chercher les espèces un peu rares, les espèces qu'on appelle cryptiques. Si elles se cachent tout le temps, elles ne sortent jamais celles-là. On a du mal à les attraper avec les appâts, parce qu'elles restent soit dans le sol, soit dans le bois mort. Là. Il y en a qui vont rester que sous les écorces. D'autres qui vont être que dans des coquilles d'escargots morts. Une belle araignée là. Voilà, elles sont tout un tas et elles vont se manger petit à petit entre elles. Et c'est seulement les plus fortes qui vont rester en vie.
sur toute la côte ouest. Il n'y a quasiment plus de zones où on a des communautés natives de fourmis. Ce qui fait qu'on a du mal un peu à s'imaginer comment était la situation avant l'arrivée des espèces introduites. Alors plus on a d'espèces locales, plus on a d'espèces rares, plus ça veut dire que c'est un milieu qu'il faut préserver. C'est un très bon indicateur de l'état du milieu. Et bien maintenant je vais récolter quelques spécimens pour pouvoir vérifier l'espèce ensuite au laboratoire. Chez les fidèles, le plus important c'est de prendre des soldats. C'est eux qui vont permettre l'identification. C'est pour ça que là, c'est pas évident sur le terrain de savoir l'identité de l'espèce. Chez ces petites là. Il faut prendre elle. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un des premiers points que je fais près du littoral, où on a des fourmis locales. Jusqu'à présent, tout était envahi par des espèces introduites. Donc il manquait cette information de savoir quelles espèces de fourmis locales pouvaient habiter près des plages. Donc c'est quand même très intéressant de ce point de vue-là. L'objectif de la mission concernant la fourmi, il était double. Premièrement, c'était d'inventorier un petit peu les espèces locales qui sont dans cette zone qui a très peu été étudiée. Et le deuxième objectif, c'était de voir la répartition des espèces introduites, envahissantes sur la vallée, là. Donc en partant du littoral où on se trouve, jusqu'à bien en amont, le long de la rivière. C'est bon, Johan, la récolte a été bonne? Et on a eu quand même quelques mauvaises surprises en amont dans la rivière. On a trouvé deux espèces vraiment envahissantes, donc la fourmi électrique et la fourmi folle, une crazy ant, un Oplolepis, qui viendrait d'Inde et qui est arrivé aussi dans la zone. Bon, heureusement pour l'instant elles occupent des petits espaces. L'inventaire de cette première rivière n'a duré que quelques jours. C'est peu pour rendre compte d'une telle biodiversité. Mais certains signes ne trompent pas. Et les échantillons récoltés dans chaque spécialité sont autant de pièces à conviction qui pèseront le jour venu en faveur de la protection de cette zone refuge. Parce qu'en fait, de toute façon, il y a des récoltes de la Puluna à l'embouchure, quoi. Second mouillage, deuxième rivière, nouvel inventaire. Cette fois-ci, c'est sur la rivière Purina que l'équipe va installer son campement. Étant séparée par de hautes montagnes, chaque vallée peut abriter un écosystème spécifique. La comparaison des biotopes de la vallée de la Nhi et de la Purina est un des objectifs de la mission. Il y a du Protogobius atiti, des mulets et des culias. C'est pas mal. Donc, là, j'ai vu des Protogobius atiti.
Donc une des espèces endémiques de Nouvelle-Calédonie. Et puis j'ai aussi trouvé des mulets d'eau douce. Et il y a les 3 espèces de Culia. Par contre, je n'ai pas encore vu de Sisiopterus sarrazini, une autre espèce endémique de Nouvelle-Calédonie du sud, parce que je pense que la rivière est trop colmatée. Il y a des dépôts de latérite, de terre rouge un peu collante. Voilà, sur les rochers, il y a cette espèce de terre rouge là, voilà, qui empêche, sur lequel il n'y a pas d'algues, de périphytons qui puissent pousser. Et en fait, les gobies qu'on recherche, ils mangent les algues qui poussent sur les cailloux. Donc il faut des rochers très propres, parce qu'en fait, ils se mettent dessus, puis ils grattent le rocher comme ça, avec leur bouche, pour manger. Et là, ils peuvent typiquement rien manger. Donc je pense qu'ils montent plus haut dans des régions de la rivière où les rochers sont propres. Donc ça, on verra, je pense, demain, quand on pourra aller pêcher un petit peu plus loin. Mais déjà, du Protogobius attitis, c'est une bonne nouvelle. J'espère que demain, il y aura des sarrasini. C'est cool. Alors en premier, quand on arrive sur le site, on va mesurer ce qu'on appelle les paramètres physico-chimiques. C'est d'apprécier la qualité du cours d'eau par des mesures qu'on ne fait que sur le terrain, qu'on ne peut pas faire au laboratoire. Même s'il y a des dépôts au fond de la rivière, l'eau est très très claire. Donc on le met dans la cellule de mesure. C'est un rayon infrarouge qui passe et qui permet de mesurer la transparence, la turbidité. Et on va passer aux autres mesures. Ça, c'est un multimètre de terrain. Donc ça permet de mesurer plusieurs paramètres qui caractérisent la qualité de l'eau. Donc en premier lieu, la conductivité, c'est-à-dire la capacité en gros à l'eau à conduire le courant. Donc c'est représentatif de la teneur en ions de l'eau. Voilà, donc on a 126. Voilà. Donc voilà le filet qui va permettre d'attraper les organismes qui vivent sur le fond. Donc on va commencer par prendre par exemple le galet, je vais bien le nettoyer. Et on va bien frotter parce que les organismes sont fixés sur les blocs. Et on pousse tout dans le filet. Voilà, on voit qu'on a récupéré beaucoup c'est des microalgues avec des latérites, mélangées avec des latérites. On va essayer de mettre en évidence les pollutions d'origine sédimentaire. Donc c'est typiquement le cas pour cette rivière où on n'a aucune zone d'habitation, il n'y a pas de zone d'élevage en amont, on est sur un milieu qui est quasiment vierge, si ce n'était toutes ces zones dans ces anciennes mines ou des zones d'arrachement naturel qui font qu'on a quand même des perturbations du milieu. L'érosion des berges, la perte d'ombrage, la perte d'apport organique lié aux végétaux qui sont sur les berges vont se traduire par ce nouvel indice qui est l'indice biosédimentaire. Donc il est très adapté pour mettre en évidence des perturbations de la qualité de la rivière lorsqu'il y a des gros travaux de terrassement. Donc ça peut être des travaux au niveau du cours d'eau, ça peut être des créations de pistes, ça peut être des exploitations minières. Le premier intérêt était d'ordre qualitatif, apprécier la qualité des cours d'eau, très pratique. On a également un deuxième objectif sur les macro-invertébrés, c'est rechercher les organismes. Donc là on travaille au niveau de l'espèce, identifier les espèces qu'on va retrouver sur ces bassins versants. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on a des espèces qu'on trouve ici qu'on ne retrouve pas sur les autres bassins versants, voire de nouvelles espèces. Il reste encore beaucoup d'espèces à découvrir puisqu'il y a peu de personnes qui travaillent des spécialistes qui travaillent sur ces groupes.
La Calédonie est vraiment riche à ce niveau-là, hein. C'est qu'on a, au niveau des insectes notamment, encore beaucoup à découvrir. Ah ouais, ben là c'est parfait ça. Ouais, ben ce sera un parfait point d'écoute pour demain matin. En fait, je viens faire un recensement ornithologique que je fais par l'écoute. Donc je me poste à un point et je fais des écoutes durant 5 minutes, 3 fois 5 minutes, et je recense toutes les espèces que j'entends et que je vois dans le secteur. Ce qui est intéressant de voir, c'est si des espèces comme le notou, le cagou, le mélifage noir sont présentes dans ces petites forêts qui subsistent dans ces fonds de vallée. Alors, le cagou, c'est l'oiseau emblématique de Nouvelle-Calédonie. C'est un oiseau qui ne vole pas, donc qui a subi une énorme prédation à cause des chiens et des chats qui ont été introduits. C'est un oiseau qui ne pond qu'un seul œuf par an en général, donc c'est un faible taux de reproduction. Automatiquement, dès qu'il y a prédation, les populations sont en danger. Le notou, lui, c'est un très gros pigeon, c'est le plus gros pigeon arboricole frugivore au monde. C'est un pigeon qui est capable d'avaler des très grosses graines de plusieurs centimètres de diamètre, hein, jusqu'à 2,5 cm, 3 cm, ce qui est énorme. Et certaines espèces végétales, comme certaines sapotacées, sont disséminées par ces oiseaux-là. Et là, moi, je vais faire des écoutes demain matin dans cette zone-là, puisque c'est une zone forestière qui est relativement importante et qui pourrait abriter du cagou. C'est une zone qui est peu fréquentée, donc peu anthropisée. Bon, il y a eu des prospections minières, des prospections forestières certainement aussi, mais il n'y a pas d'habitation. Les premières tribus sont très loin sur Yaté ou sur Thio, donc c'est des zones qui seraient protégées entre guillemets la présence de l'homme. Donc des habitats qui seraient protégés. Malheureusement, on s'est rendu compte sur l'autre vallée, la vallée Lani, que les feux avaient fait de très gros dégâts, hein. On pense que c'est des feux qui viennent plus de la zone de Thio et qui sont venus jusque ces vallées-là, puisque maintenant, apparemment, sur Lani, il reste des lambeaux de forêt, mais vraiment dans les creux de vallée, quoi. Donc des habitats qui se réduisent, donc automatiquement la vie-faune fuit ces zones-là puisqu'elle ne trouve plus assez de nourriture pour rester dans ces zones-là. C'est quand même dommage de rappeler le prédicateur, je ne sais pas s'il arrive à grand chose. Uniquement en fonction du type de récipient. Tous les matins, Jean-Marc se lève avant l'aube pour aller faire ses écoutes de chants d'oiseaux. Mais aujourd'hui, il revient bredouille, du moins pour les 3 espèces qui l'intéressaient. Pourtant, ses collègues ont cru entendre un cagou de l'autre côté de la rivière. Un espoir, peut-être, pour le lendemain. Aujourd'hui, l'équipe du muséum remonte le cours de la rivière Purina, afin de vérifier si elle trouve en amont les espèces recherchées, car la veille, certains poissons n'avaient pu être observés.
Le Schismatogobius. C'est aussi une espèce endémique. 53. Aujourd'hui, on a pêché un peu plus loin dans la rivière. Et on a trouvé donc, ce premier poisson que vous voyez là, rouge et noir. C'est le Schismatogobius fuligimentus. C'est une espèce endémique de Nouvelle-Calédonie, trouvée uniquement dans le sud. Et là, c'est la première fois qu'on le répertorie sur la Purina. Donc c'est un poisson qui vit dans les courants et qui est rarissime. Les autres, c'est Sisiopterus sarrazini. On a trouvé aujourd'hui trois jeunes, 3 juvéniles. Ces poissons, ils sont qualifiés d'amphidromes. En fait, les adultes vivent, grandissent, mangent et se reproduisent en rivière. Ils pondent leurs œufs en rivière et à l'éclosion, les larves sont emportées par le courant en mer. Et les larves passent généralement de 3 à 6 mois en mer, mais on ne sait pas exactement pour toutes ces espèces, notamment pour Sisiopterus sarrazini, on ne connaît pas encore la durée de vie larvaire en mer. Et à la fin de cette phase marine, qui est importante, on pense, dans la dispersion de ces espèces, eh bien, ils retournent en estuaire, ils recrutent en estuaire et ils remontent les rivières pour trouver un territoire en altitude et se reproduire. Au terme de la mission sur la Purina, les scientifiques pensent avoir collecté suffisamment de données et d'échantillons pour dresser un portrait aussi fidèle que possible de cet écosystème remarquable. Alors sur la Purina, ce qu'on souhaitait, c'était effectivement avoir des données qui nous permettent d'argumenter pour ou contre l'extension de la réserve du parc de la Rivière Bleue, puisque la Purina prend sa source dans le parc de la Rivière Bleue et si les données, le traitement des données nous indique que c'est vraiment une rivière riche et qu'il faut la préserver, on aura des arguments de poids pour pouvoir étendre cette réserve. Pour l'heure, ces arguments de poids ne sont que des échantillons isolés dans des tubes ou pressés entre 2 journaux. C'est au cours des prochaines analyses, en laboratoire, que ces spécimens deviendront des preuves irréfutables de l'intérêt écologique de ces vallées isolées. L'expédition s'achève avec un dernier repas pris en commun. Un moment de convivialité, où chacun fait part de ses découvertes. Entre 2 anecdotes, les scientifiques échangent des informations. Ensuite, ce sera le retour à la civilisation, que ce soit à Nouméa, Paris ou Sydney. Un mois plus tard, nous retrouvons à Paris Philippe et Clara, pour en apprendre un peu plus sur les talents cachés de ces fameux gobies grimpeurs. Alors ces espèces sur lesquelles je travaille, je vais en sortir. Donc c'est des espèces de gobies, on les appelle. Et ils ont les nageoires pelviennes là, sont transformées en ventouses.
Et ils utilisent cette ventouse pour escalader des cascades, pour passer au-dessus des cascades et aller coloniser les rivières en altitude. Donc ces espèces subissent une métamorphose à l'arrivée en rivière. C'est-à-dire que les post-larves, quand elles reviennent de la mer, elles sont complètement incolores, elles ont la queue qui est fourchue, elles ont une bouche terminale pour permettre d'attraper des animaux du plancton ou du phytoplancton en mer, va passer complètement ventrale parce que ces espèces, en fait, pour manger, donc, se collent au rocher, comme ça, et elles vont brouter les microalgues qui vont être sur les rochers. Donc il y a une grosse métamorphose, et cette métamorphose, d'ailleurs, se voit très très bien sur l'otolithe. Les otolithes, c'est des petites pièces calcifiées qui sont dans l'oreille interne des poissons. Et ces otolithes, c'est une chose assez extraordinaire parce que ça va en fait, en quelque sorte, enregistrer la vie du poisson. C'est une sorte de boîte noire de la vie du poisson. Donc la larve possède cet otolithe et à partir de ce moment-là, ça va grandir de façon journalière. Et ces jours, on va pouvoir les voir parce que ça va faire des stries. Donc on va pouvoir compter les stries et on aura la durée de la phase marine. Donc là, c'est un otolithe d'adulte de Sciopterus lagocéphalus, l'espèce cosmopolite. Donc c'est un otolithe que j'ai inclus en résine, poncé, poli, jusqu'à avoir une lame mince du centre de l'otolithe. Là, vous avez tout le contour de l'otolithe. Et là, cette partie-là, cette marque ici, c'est la fameuse marque qui se forme au moment de la métamorphose du poisson, au moment où il va arriver en rivière, amorcer sa métamorphose pour se transformer en juvénile et en adulte. Alors là, je le vois parce que il y a un gros rapprochement des dépôts qui traduisent en fait un arrêt de croissance, puisque toute l'énergie à cette période-là de la vie du poisson va être allouée à la métamorphose et non pas à la croissance, donc à toute la réorganisation du crâne par exemple. Ce qui veut dire que du centre de l'otolithe, on va compter chaque strie sombre jusqu'à la marque de métamorphose. Et ça va nous donner un certain nombre de jours passés en mer. Et cette petite phase de vie marine est extrêmement importante parce qu'elle va permettre à l'espèce de, soit en fonction de la durée qu'elle va passer en mer, soit de rester dans le voisinage de la Nouvelle-Calédonie, soit d'aller coloniser d'autres îles du Pacifique, de proche en proche, et donc avoir une aire de répartition très large. Donc, lorsque nous étions sur place, nous nous sommes intéressés à essayer de dresser le profil écologique des espèces. Qu'est-ce que c'est que le profil écologique? C'est savoir si l'espèce préfère, par exemple, les gros galets ou gros blocs ou au sable, si elle préfère les vitesses de courant faibles ou fortes ou moyennes, si elle préfère telle ou telle température, etc. Et donc, ça donne ce type de graphique qui permet, par exemple, sur cette espèce de gobie grimpeur, de montrer qu'elle n'aime pas la vase, le sable, le gravier, etc., mais elle préfère les blocs, les cailloux. Et ici, c'est la vitesse du courant, et on voit très bien ici les vitesses de courant que l'espèce préfère, qui sont comprises entre 30 et 80 cm/s, et qu'elle va plutôt éviter les courants plus faibles ou les courants plus forts. Donc c'était pour nous extrêmement important de prendre à chaque point de pêche tous ces paramètres physico-chimiques du milieu, de façon ensuite à pouvoir les visualiser et de dire, ben voilà, vous gestionnaire, si vous avez à aménager cette rivière, eh bien il faut maintenir à tout prix, si vous voulez conserver cette espèce, maintenir à tout prix une vitesse de courant comprise entre ces deux valeurs. Et ça va permettre ensuite aux gestionnaires aussi de pouvoir proposer tout un tas de mesures qui vont permettre de gérer la pêche, d'assurer sa pérennité et en même temps d'assurer la pérennité de l'espèce, son maintien durable dans l'écosystème calédonien pour ces espèces qui sont vraiment emblématiques de la province sud et qui sont encore en bonne santé au niveau de la côte oubliée. Tant qu'il y aura des vallées perdues et des côtes oubliées, les voyageurs naturalistes poursuivront leur quête du savoir. Aujourd'hui, la compréhension globale des risques majeurs qu'encourt notre planète motive la communauté scientifique.
Le temps est compté.